Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Nous sommes en danger. Il y a de fortes chances que demain matin, l'aube soit rouge. Les chars russes ne sont plus à la frontière de la France. Depuis peu, nous pouvons les voir passer dans nos jardins. Heureusement, le gouvernement a pensé pour nous un kit de survie sous forme de manuel. Et il n'y a pas de jeu de mots. Bon, plus sérieusement, il y a effectivement un ennemi identifié. La clique politique européenne. Pour y survivre, eh bien, ne plus regarder Télé Macron, ne plus prêter de crédit à ses dires, quitte à rester en vie. Vendredi 21 mars, premier jour du printemps. Soyez les bienvenus dans la France Libre. Une émission du Conseil national de transition français, canal historique avec Bruno, Philippe, Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, ce jour du lendemain du printemps. Bienvenue aussi à Jean-Pierre qui va faire ses réglages et qui nous rejoint. Écoutez, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité en ce moment. Moi, j'ai envie d'introduire par des notions financières qui sont quand même importantes puisqu'il y a de l'argent à récupérer, notamment aux États-Unis d'Amérique, comme nous le savons tous. Alors, quelles sont les sources d'économie? Ça continue. Il y a à peu près 6 ou 7 agences. Alors, les agences américaines, c'est une sorte de marque de fabrique américaine. Il n'y a qu'en Amérique que ça existe. C'est des agences qui sont payées plus ou moins par le gouvernement pour on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, donc des agences. Alors il y en a dans le collimateur, si je puis dire, il y en a 6 ou 7. Je vais les nommer rapidement. L'agence américaine pour les médias mondiaux, qui s'appelle USAGM. Société mère de Voice of America, donc ça c'est son cas, qui est devenue une machine de propagande de gauche, figurez-vous, d'après la vérité tout simplement. Hein. Le service fédéral de médiation et de conciliation, une relique bureaucratique désuète de 1947, donc tout ça c'est payé. Hein. Le Centre international Woodrow Wilson, un groupe de réflexion mondialiste financé par les contribuables, c'est-à-dire vous et moi, mesdames et messieurs. Woodrow Wilson, ça date de l'époque de la la réserve fédérale, hein, puisqu'il est à l'origine de l'autorisation de cette réserve fédérale en 1913. On parle de Woodrow Wilson. Financé par les contribuables, disais-je. La commission de recherche arctique. Pourquoi est-ce que Washington finance la recherche arctique? Ça, on ne sait pas. Et d'autres encore en voie de disparition, puisque c'est dans le collimateur de Trump, et il y en a pour à peu près 2 milliards d'économies. Alors vous allez me dire 2 milliards, par les temps qui courent, c'est une aumône. Mais à notre échelle, toutes les petites rivières contribuent à faire des gros fleuves, quoi. Hein. Et donc, bien évidemment, M. Trump, lui, est à la recherche des moindres économies. Et en tout cas, il est dans une logique, je dirais, de dépenses mesurées, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je passe la parole. Alors, Philippe, moi, je vais continuer sur ce que tu viens de dire, étant donné que, en ce moment même, Donald Trump est en train de faire une conférence de presse percutante, où il a notamment annoncé qu'un nouvel avion de combat va être fabriqué aux États-Unis. Mais Trump est prudent. Il va pas le vendre à tout le monde, parce qu'il n'a pas envie que les pays à qui il va les vendre deviennent un jour des ennemis. Donc, il est plus malin que les Français par rapport à ça. Et puis, tu parlais d'économie à faire. On va en parler tout à l'heure. En France, il y a aussi quelques milliers de comités Théodule. Alors, c'est pas des agences, mais enfin, il y a quand même une agence comme l'Arcom, par exemple, qui n'a plus de raison d'être, parce que c'est une agence dictatoriale. Et il y en a d'autres comme ça, et donc qui ne servent strictement à rien. Et on verra tout à l'heure combien d'économies on peut faire, ne serait-ce qu'en moins d'un mois, de la même manière que ce que fait Elon Musk, mais il ne faut pas oublier qu'Elon Musk, apparemment, a simplement copié sur le programme du Conseil national de transition français canal historique, parce que nous avons préconisé tout ça déjà depuis 4 ans. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. L'agence de propagande française, elle, continue à fonctionner. Bah oui, histoire bis repetita, c'est ce que l'on va voir dans l'actualité en images 1939-2005, le kit de survie. Je me suis plongé dans une petite recherche sur les manuels de survie. Parce que bon, quand ton gouvernement et ses médias te balancent des discours anxiogènes à longueur de journée, et là on finit par nous annoncer que chaque Français va recevoir un manuel de survie à domicile, il y a de quoi tiquer. Et comme je considère notre gouvernement comme un mal absolu, j'ai eu un réflexe bien naturel. Comparé avec ce qui s'est passé en Allemagne juste avant la Seconde Guerre mondiale. Devinez quoi? Jackpot. Sans surprise, les nazis et leur génie de la propagande avaient eux aussi pondu des guides de survie destinés aux civils. Bah oui, on va pas traumatiser la population sans lui donner un mode d'emploi pour flipper efficacement. Les guides de survie de l'Allemagne d'avant-guerre. Une belle ambiance. Luftschutznote 1935, Hans Riegel. Petit manuel indispensable pour apprendre à ne pas mourir sous les bombes.
Parce que c'est bien connu, un bon citoyen doit savoir se planquer, pas poser de questions. À Handbuch für den Luftschutz, 1936, la Bible de la protection civile, comment calfeutrer sa maison, préparer un abri antiaérien et ne pas suffoquer en cas d'attaque chimique. La totale. Volkssturm en Luftschutzfibel, 1937-1938. Un petit guide bien pratique pour les civils qu'on voulait transformer en chair à canon. Préparez-vous, vous allez devenir des héros, ou juste crever dans la boue, mais chut. Ah, les guides de la Croix-Rouge allemande, parce que dans tout bon régime autoritaire, il faut aussi un manuel pour savoir recoudre ses potes entre deux explosions. Ah, et maintenant, surprise. Revenons en 2025, que nous annonce notre bien-aimé gouvernement. Ah, chaque Français va recevoir à son domicile un manuel de survie. Alors là, je dis chapeau. Pas de panique, hein, c'est pas pour vous faire flipper, c'est pour préparer la population au risque majeur. Bah oui, c'est pas Macron qui fait peur. C'est le climat, la Russie, le Covid 8.0 ou encore ton grille-pain connecté qui peut exploser à tout moment. Lui, il est là pour t'aider, voyons. Étrange coïncidence, non? D'un côté, un régime qui conditionnait les civils à accepter la guerre et le chaos avec des guides bien pensés. De l'autre, un gouvernement qui t'envoie chez toi un livret pour bien intégrer que l'apocalypse arrive et que c'est de la faute des autres, bien sûr. Allez, vivement la prochaine étape, la distribution des casques et des pelles pour creuser sa propre tranchée. Super. Quelle éternelle image. Il y a beaucoup de Alors moi, choses à dire. Ouais, moi, vas-y. je souris parce que ce soi-disant guide permet d'aller pique-niquer pendant les 3 jours pendant lesquels l'armée française va pouvoir épuiser ses munitions avant de se rendre. Ouais, alors on peut dire que effectivement il y a 800 milliards qui sont recherchés actuellement par l'Europe pour donc cet effort de guerre. Alors évidemment pour 800 milliards on peut dire que tu n'as plus rien. Bah si, on a quand même un kit de survie pour 800 milliards. Effectivement, tu n'as plus rien. C'est le titre de ce sujet que nous allons développer ce soir. Voilà, alors on peut effectivement prolonger avant de sauter à pieds joints dans le sujet, prolonger ce qu'on vient de voir rapidement, on fait une petite analyse. Bon, effectivement, même les Allemands pendant la guerre avaient effectivement des kits de survie quand ils étaient précipités en terre inconnue et en terre ennemie de préférence, qu'ils étaient parachutés notamment. Mais ils avaient aussi tous les Allemands, tous les biffins, tous ceux qui marchaient à pied ou qui étaient voilà dans les tanks, avaient un guide. Et figurez-vous que c'était le guide Michelin. Non, c'est très sérieux. Les Allemands ont envahi la France avec le guide Michelin. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les cartes de France dessus, et il y avait tout ce qu'il fallait bien, et il y avait même le nombre d'étoiles sur les restaurants. Donc ils avaient ça. Donc il n'y a pas que les kits de survie dans la vie militaire, il y a aussi les kits pour bien bouffer et pour bien savoir où on va, quoi. Ça, c'est Alors, ce que on peut être conquérant et on peut être gourmet. Exactement, on peut être concurrent et puis on peut être allemand et avoir du goût, contrairement à ce que certains nous laissent entendre. Alors justement, à ce propos-là, à propos de l'allemand et d'avoir du goût, je m'aperçois que le monsieur qui fait le doublage de cette vidéo qu'on vient de voir, qui a une voix chaude, Intelligence artificielle. alors voilà, j'allais le dire, il a fait allemand quatrième langue, cet homme-là, quoi, hein. C'est-à-dire que voilà, quelles que soient ses qualités humaines, et visiblement il n'en a pas puisqu'il n'est pas humain, donc je ne reconnaissais pas les sonorités allemandes. Mais pour tous ceux qui sont un petit peu germanophones, c'était un petit clin d'œil. Et puis dernier point, tu parles de grille-pain qui t'explose à la figure. À un moment donné, il nous parle de ça, ce monsieur. Effectivement, quand les grille-pains se mettent à nous sauter à la figure, c'est qu'on est en danger et qu'on n'a plus de garantie, hein. Ça me rappelle comment dire, un film dans lequel Clint Eastwood, qui était en train de se faire soudoyer par le papa d'un monsieur qui voulait devenir policier, et le papa dit à Clint Eastwood, qui était policier aussi, il lui dit, ce que je voudrais, c'est que vous vous serviez un petit peu de protection, quoi, voilà. Et il lui met des billets dans la poche en disant ça. Et Clint Eastwood répond, puis à la fin de sa réponse, il sort les billets, il les rend au monsieur, il lui dit, et si vous aimez les garanties, achetez un grille-pain. J'avais trouvé ça drôle à l'époque. Voilà. Donc voilà, et on peut passer donc au titre d'aujourd'hui, donc qui est donc, il a déjà Pour dit 800 milliards. aujourd'hui, Tu pour n'as 800 plus rien. milliards, t'as plus rien aujourd'hui, quoi. Ça fait évidemment allusion à un titre de film encore des années 70, donc c'est pour les plus jeunes d'entre nous, quelquefois ils étaient pas nés, donc voilà. C'était pour 100 briques, t'as plus rien, pour ceux qui veulent avoir les références, les sources. Oui, Et là, avec Daniel Auteuil, Junio, c'est ça, qui allait faire un exactement. casse dans une banque. Exactement. Donc c'était drôle, pour 100 briques, t'as plus rien. Et là maintenant, pour 800 milliards, t'as plus rien. Bah, c'est-à-dire que tu vas t'apercevoir qu'avec cet argent, t'as qu'un seul choix. C'est soit tu fais des investissements,
Et il faudra savoir lesquels, soit tu fais des investissements militaires ou civils. Et il faudra savoir lesquels. Alors les investissements, pourquoi investissement? Parce qu'on nous dit, attention, on va vous prendre votre argent. Et là, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Madame von der Leyen. Hein. Pas vous l'emprunter, on va vous le prendre. Et puis si ça tourne bien, vous allez gagner. Si ça tourne pas bien, vous allez perdre. Quoi. C'est-à-dire en fait, vous faites tapis, quoi, comme au poker. Hein. C'est-à-dire vous mettez votre argent sur la table. L'argent, comment dire, les différents pays de l'Europe occidentale le récupèrent, le mettent en bon ordre. Et puis surtout, en contrepartie, ce que vous obtenez, c'est le droit de creuser un peu plus votre déficit, parce qu'autrement, vous aurez, en temps normal, on vous autoriserait pas à aller chercher de l'argent dans votre jardin. On vous dirait stop, arrêtez, c'est trop dangereux. Oui. Non, donc j'ai cru comprendre. Donc voilà, donc là, on nous encourage à creuser le déficit, on nous autorise à creuser notre déficit aussi bien privé, donc nous, que public évidemment, parce qu'il y aura aussi un déficit public derrière. Donc voilà, donc on est sur une pente non seulement savonneuse, mais quasi verticale, de la folie en quelque sorte du raisonnement. Et à quoi ça nous mène? Alors, je vous le dirai volontiers, sauf si vous avez des mots à intercaler avec les miens. Si vous avez. Alors moi, je voulais juste rajouter avec un petit peu d'humour noir ce que disait Michel Audiard à propos de la langue allemande. On parlait tout à l'heure des Allemands. Eh bien lui, il disait tout le monde arrive à parler allemand, mais sous la torture. Ouais, ouais, c'est un petit peu méchant, mais aujourd'hui, on a des très bonnes relations avec les Allemands pour la bonne raison que la plupart du temps, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, on parle pas leur langue. Sauf Ursula von der Leyen. Ah bah oui, qui était une exception notable. Donc voilà, et donc merci pour cette intervention. Est-ce que Jean-Pierre, comment vas-tu déjà? Et es-tu avec nous et que penses-tu de cette introduction déjà? Alors, je suis avec vous, je l'ai été dès le départ, seulement j'ai fermé la caméra pour des raisons de technique. Je vous invite à regarder un des vôtres et à vous demander que vaut l'amour que je reçois de lui et que vaut l'amour que je lui donne. Est-ce que c'est comptabilisable en euros? Qui a décrété que les euros ou les dollars ou les yens valent quelque chose dans la vie? Il suffit de regarder un de nos proches pour comprendre que cela ne vaut rien. Donc, tu n'as rien pour 800 milliards, mais tu n'as rien non plus pour un nombre infini d'euros ou de dollars. Tu n'as que dalle. T'as pas, l'amour ne s'achète pas. Alors, je vous invite à regarder vos vraies valeurs et à vous demander qu'est-ce qui vaut quelque chose. Est-ce que, à part de payer ses factures et de se faire une vie confortable, est-ce que ça vaut quelque chose d'aller se forcer à bosser plutôt que d'être avec les siens? Merci d'avoir entendu. Alors, tu ne crois pas si bien dire, Jean-Pierre, parce que même sur un plan tout à fait bien concret, l'euro ne vaut rien. Parce que les euros qui sont fabriqués par la Banque centrale sont basés sur du vent. Donc, le jour où tout le monde va s'en apercevoir, ça fera un petit peu mal. Voilà. Je pense que, Jean-Pierre, tu voulais dire certainement que la spiritualité n'avait pas de prix. La spiritualité et l'amour. L'amour ne se mesure pas, l'amour se donne et se reçoit, point. Merci d'avoir entendu. Et quoi d'autre que la démocratie comme preuve de l'amour de la population vis-à-vis d'elle-même? C'est-à-dire que dans la démocratie, chaque individu a conscience qu'il compte pour quelque chose et qu'il agit pour quelque chose, et d'une manière libre et sans être obligé de passer par des représentants. Bravo. Donc la démocratie est une déclaration d'amour à la population. Je retiens cette expression. Merci Jean-Pierre. Alors moi, ce que je voudrais, en continuant sur notre droit fil, puisque nous parlions d'argent, n'est-ce pas? D'argent à attribuer à des actions de guerre. Désolé Jean-Pierre d'avoir prononcé ce mot, mais de temps en temps on est obligé. Donc pris sur l'épargne des Français qui deviennent alors des capitalisants, c'est-à-dire que dès l'instant où on est prêt à miser son propre argent dans une affaire quelconque, y compris militaire, eh bien on devient des capitalisants, on met au capital. Alors est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? C'est un petit peu la roulette russe. Moi aujourd'hui je mettrai pas un euro sur la victoire de l'Occident, mais bon, ce n'est que mon avis. Et on nous propose de devenir copropriétaire de l'investissement, c'est-à-dire de la catastrophe, quoi, annoncée. Pourquoi catastrophe? Eh bien, on sait pertinemment que M. Poutine est armé
comment dirais-je, X fois mieux que nous, X fois plus, et qu'il a pris technologiquement une avance de plus de 10 ans sur nous. Et 10 ans, c'est le temps qu'on nous dit, officiellement, hein, Madame van der Leyen nous explique qu'au bout de 10 ans, on aura une armée tout à fait satisfaisante, à moins que la nôtre, celle qui a été construite, justement, n'ait été détruite avant qu'on ait construit les fondations des premiers bâtiments, quoi. Donc évidemment, on n'est pas très optimiste de se dire que cet argent, on va le mettre tout de suite au pot. Il est immobilisé pendant 10 ans, à l'issue desquels on est censé devenir aussi fort que Monsieur Poutine. Est-ce que vous croyez à ce scénario? Moi, personnellement, j'ai un petit doute. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on pourrait faire de l'investissement globalisé, puisqu'on nous propose de sortir 800 milliards. C'est quand même pas rien. Si on a 800 milliards d'actions publiques, on peut sauver la terre entière, ou en tout cas l'Europe, c'est sûr, de la misère, du besoin, du chômage, de tout ce qu'on veut. Si on est capable d'avoir 800 milliards. Mais est-ce que c'est le cas? On sait pas bien. Alors voilà, oui. Alors oui, je voulais rajouter à ce que tu dis, Philippe, que sur ces 800 milliards, il y en a à peu près 100 qui sont apparemment pour la France. J'ai une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que en 2017, déjà, on a le général de Villiers qui a démissionné avec perte et fracas parce qu'il ne supportait pas que Monsieur Macron n'augmente pas le budget militaire. Si ça avait été fait en 2017, on aurait moins de problèmes qu'aujourd'hui. Et puis, les menaces ne sont pas uniquement russes. Il y a des menaces internes en France, des menaces internes qui sont souvent très graves. Il suffit de voir ce qui se passe dans certaines cités au niveau du trafic de drogue. Les, euh, les trafiquants de drogue ont été considérés maintenant par Donald Trump comme des terroristes. Donc, redonner une certaine puissance militaire à la France, aussi bien au niveau de l'armée qu'au niveau de la gendarmerie et de la police, ça peut être quelque chose de très bien, à condition que ça soit fait pour défendre la démocratie. Et à partir du moment où on regarde où est-ce que ils veulent nous prendre de l'argent, comme toujours, au peuple, eh bien, on peut se rendre compte que, comme Elon Musk l'a fait déjà depuis le 20 janvier, nous avons au Conseil national de transition français canal historique déjà prévu de faire un audit national dans lequel on a déjà calculé qu'on pourrait récupérer 450 milliards en 2 mois. Donc, en récupérant ces 450 milliards, au lieu de se lancer uniquement dans une économie de guerre, on peut recréer une industrie, on peut relancer l'économie, permettre aux entreprises de se développer, les petites et grandes, et en même temps développer effectivement un certain nombre de projets militaires, comme notamment certains fleurons de l'industrie française, comme Dassault, etc. Et à partir de là, ça peut être utile pour le pays parce que la technologie militaire, souvent, après, déborde dans le civil pour donner des progrès extraordinaires. Donc, si on commençait par économiser, par supprimer tous ces comités inutiles qui existent en France et diminuer le salaire d'un certain nombre d'oligarques et politiciens, soit dit en passant, eh bien, on arriverait beaucoup plus facilement à cet objectif sans être obligé d'aller encore piquer ou pomper l'épargne des Français. Donc ça, c'est quelque chose que les gens devraient comprendre et même devraient se révolter contre ça parce que si on arrive à prélever d'office sur l'épargne des Français, ça va faire mal. Voilà ce que je voulais dire pour continuer. Oui, alors cet argent, effectivement, il pourrait être utilisé à de bien meilleures fins. On peut faire un peu d'Uchronie, enfin un peu de futurologie, hein, on a le droit de se projeter. Qu'est-ce qui se passerait si cet argent, ces 800 milliards dont on nous parle pour l'Europe, hein, bien sûr, allait ailleurs qu'à l'effort de guerre? Ben, il irait tout simplement à un effort qui serait pas de guerre, qui serait de paix, et qui serait une relation commerciale avec Monsieur Poutine, avec la Russie et pourquoi pas avec la Chine, reprendre des relations normales, c'est-à-dire être capable d'avoir des flux commerciaux qui viendraient remplacer les flux, les mauvaises sensations qu'il y a d'un pays à l'autre entre l'Europe d'une part et la Russie de l'autre, où visiblement il y a quelqu'un qui parle et qui écoute, et de l'autre côté il y a que quelqu'un qui parle mais qui n'écoute pas. Donc je pense évidemment à Monsieur Macron et à tous ceux qui le représentent. Ils n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas à écouter, ils ont leur schéma dans leur tête et ils avancent comme ça. Et ils ne nous demandent pas notre avis. Ils pourraient demander notre avis au peuple, l'avis au peuple en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 800 milliards, comment vous voyez les choses. Et là, je suis certain qu'il y aurait plein de gens qui lèveraient le doigt en disant on pourrait faire ceci, ceci et cela, sans qu'il y ait une goutte de sang versée et en créant la paix entre les différents peuples
et en se raccommodant, en se réconciliant entre ceux qui ont été fâchés, etc. Et quand j'entends la réflexion de Monsieur Trump qui dit nous ne vendrons pas nos avions à tout le monde parce qu'il serait possible que certains clients deviennent des ennemis. Bof, j'ai envie de dire bof. C'est une mauvaise paraphrase de Lénine qui disait que les capitalistes vendront la corde pour les pendre, tout simplement, ou l'achèteront plutôt la corde pour les pendre. C'est un petit peu ça, quoi. C'est si on vend des super armes à des gens qui sont mal intentionnés, forcément à un moment donné, ça risque de se retourner contre nous. C'est évident, ça a toujours été vrai, ça. Donc c'est un peu altruisme. Donc voilà, mais ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ferait si cet argent était réaffecté? Il serait réaffecté à quoi? Premièrement, à faire du commerce, pourquoi pas avec M. Poutine pour calmer ses fameuses ardeurs, puisqu'on lui prête l'intention de nous sauter sur le poil dès lors que les États-Unis et l'OTAN surtout ne sont plus là pour jouer le rôle du parapluie nucléaire ou autre chose. Alors qu'en fait, dans les faits, justement, Monsieur Poutine à aucun moment n'a montré quelconque intérêt à envahir l'Europe, etc. Alors qu'il a déjà suffisamment à faire avec le plus grand pays du monde en surface, avec des ressources minières qui sont pas exploitées chez lui et qui manquent de bras. Donc, il a besoin d'hommes vivants. Il n'a pas besoin de cimetières, Monsieur Poutine, hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec du bon sens, une première lecture. Après, ses intentions, je les connais pas, je suis pas dans son cerveau, mais il y a l'histoire qui plaide en la faveur de cette théorie. Et puis je vois pas l'intérêt qu'il aurait à nous envahir. Surtout, il se met d'accord avec Monsieur Trump. Visiblement, ils s'entendent bien, ces deux-là. Ils ont passé 2 heures et demie ensemble, à se parler, bien entendu, hein, à l'issue desquelles, normalement, il aurait dû y avoir un cessez-le-feu prévu, notamment à Gaza, et puis notamment sur l'Ukraine également. Et puis, il semblerait que rien n'ait été figé dans le marbre, rien n'ait été signé, etc., et qu'ils se soient donné rendez-vous pour d'autres échéances. Bon, on pourrait prendre ça pour un fiasco, mais je crois vraiment sincèrement qu'ils se sont dit plus de choses que ça, que la presse, soit le sachant, n'a pas relayé la vérité des paroles échangées, soit a été tenue à l'écart des paroles échangées, tout simplement. Donc, dans ces deux conditions-là, eh bien, il faut attendre encore un petit peu que la vérité se dévoile après que certains événements, sûrement, se soient passés. On a besoin de tout ça. Donc, pour avoir le fin mot de l'histoire, comme on dit, hein. Voilà, donc ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ces 800 milliards, hein, j'y reviens, pourraient servir tout simplement, j'ai envie de dire, pour des achats de brevets. Ça, c'est un terme un peu général, un peu générique, pour dire quoi? Toutes les solutions mécaniques, techniques, philosophiques, tout ce qu'on veut, existent. Problème, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès parce que les différents oligarques nous ont barré le passage à tout ça. Mais quand on entend parler, ne serait-ce que M. Trump, qui est très enthousiaste et qui est très disert, on va dire, dans ses paroles, quand il nous parle de Medved, quand il nous parle de l'US, comment dirais-je, le système spatial américain, donc voilà, ce sont des choses qui ne nous ont jamais été présentées auparavant, et qu'il annonce comme si c'était une évidence, comme si tout le monde le savait, etc. Donc c'est la preuve qu'il y a bien des choses cachées qui sont à notre disponibilité, et à condition qu'on puisse accéder, ou alors ce que j'appelle les brevets, c'est en tout cas la meilleure manière de les fabriquer, quoi. C'est ça que j'appelle les brevets. Et si on a accès à ces brevets, on a, avec 800 milliards, de quoi faire pas mal de choses, je pense. De quoi se rendre indépendant en Europe, de tout, indépendant au niveau militaire, au niveau économique, au niveau, tous les niveaux, et puis au niveau santé, surtout au niveau santé, hein, avec les medbeds et d'autres solutions. Donc si on a une très bonne santé, qu'on vit très bien, qu'on est indépendant au niveau de l'énergie, que j'ai pas cité, hein, mais que je peux reciter, eh bien, à ce moment-là, la vie est belle. On n'a plus besoin de se faire la guerre, on n'a plus besoin d'autre chose que de se rencontrer, de faire des choses de paix et commercer ensemble. S'il reste encore des choses à échanger, échangeons-les. Les valeurs ajoutées sont partout et elles ne sont pas forcément que dans le numérique. Il y a d'autres pistes de trouvailles, d'autres choses à trouver que des choses numériques. Est-ce que cette tape à l'œil du numérique, avec tous les progrès, ce qu'on appelle des progrès qui ont eu lieu depuis 50 ans grâce ou à cause du numérique, est-ce que tout ça est bien raisonnable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes à explorer? Ça, je pose la question à des physiciens, je pose la question à des médecins, je pose des questions à tous ces gens-là qui sont des savants, qui ont sûrement des réponses à ces questions-là, mais qui ne peuvent pas les exprimer car
le système politique de l'oligarchie interdit absolument toute forme de communication sur ces sujets précis. Donc, si on avait des sous, on pourrait délier des langues, on pourrait acheter des brevets, on pourrait acheter, pourquoi pas, des hommes si c'était nécessaire, pour avoir des informations qui nous servent à quelque chose. Voilà ce qu'on pourrait faire. Je vous laisse la parole si vous avez un commentaire par rapport à tout ça. Oui, merci. Premier commentaire, je me suis réjoui à entendre ce que je viens d'entendre. Parce que l'argent ne vaut et n'a de sens que s'il est gagné et utilisé honorablement et je dirais amoureusement, avec amour pour soi, avec amour pour l'autre. Sans quoi, on peut avoir un nombre infini de zéros sur son compte en banque. Ça vaut moins que rien si on a le moindre chagrin à avoir peur de le perdre ou à avoir peur de l'utiliser ou de le gagner honorablement. Donc, amoureusement, alors ça peut choquer d'associer l'amour et l'argent. Tout ce qui est dans la vie concrète est divin, parfait et merveilleux, à condition de l'utiliser avec le goût du merveilleux. Et donc, j'en reviens au kit de survie. Il y a plus fort que ça. Le kit de survie, ça sert aux gens qui ont peur de mourir. Et cependant, vivre avec joie, par-delà la possibilité du trépas, ça, on ne peut pas nous l'arracher. Merci d'avoir entendu. Bien, merci. Donc, on a encore un petit peu de temps. Bravo. Bravo. Moi, je pourrais rajouter que à partir du moment où on utilise, comme nous, on l'a estimé à peu près au niveau de notre budget de la transition, environ 4 ou 500 milliards qu'on aura à partir de la nouvelle monnaie qu'on va créer quand on sortira de l'euro et qu'on sortira de tous les traités qui nous ont bloqués au niveau européen, étant donné que depuis le référendum de 2005, on n'est pas censé être dans l'Europe. Eh bien, avec 4 ou 500 milliards, on va pouvoir à la fois redonner l'indépendance énergétique au pays, pouvoir vendre notre énergie à l'étranger, pouvoir relancer l'industrie française, pouvoir relancer toutes les nouvelles technologies qui actuellement sont dominées par les Américains, comme par exemple l'intelligence artificielle, etc. Et en même temps relancer notre agriculture et lui redonner son indépendance. Donc à la fois toute une série d'actions qui vont aussi agir au niveau local dans chaque commune, dans chaque département, pour pouvoir relancer au niveau local tout ce qui peut se produire, tout ce qui peut se faire en France avec toutes les idées que chaque citoyen peut avoir. Et je prends toujours l'exemple de ce qui s'est passé il y a 2500 ans à Athènes, comme Iota Angelaki nous l'a si bien décrit. Eh bien, on avait une petite ville de 80 000 habitants qui, grâce à la démocratie, a permis à tous ces citoyens de devenir créatifs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien au niveau de leur indépendance financière qu'au niveau de leur philosophie. Les plus grands philosophes grecs sont arrivés à cette époque-là, qu'au niveau de l'architecture et qu'au niveau du développement de toute cette économie à travers la Méditerranée, à tel point que toute cette période de démocratie rebondit encore aujourd'hui, 2500 ans après, dans notre vie. Donc, c'est vraiment la preuve que, à partir du moment où on utilise d'une manière correcte, d'une manière positive, l'argent, eh bien, on peut permettre à un pays de s'enrichir et de réussir, et de chaque citoyen de pouvoir éliminer la pauvreté et de vivre correctement. Dans une Europe qui coule, la France est en fond de cale. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Bruno, qui est majeur, si à un moment donné, certaines personnes qui tiennent les destinées du monde entre leurs mains, je pense à Poutine, je pense à un Xi Jinping, je pense même à un Trump, si ces gens-là décident de faire avancer les choses comme ça a existé à Yalta, souvenez-vous, on a partagé le monde en plusieurs parties avec 3 personnes, eh bien, est-ce qu'on va faire la même chose? Peut-être, mais peut-être qu'à mon avis, on devrait faire un peu mieux, quoi. Parce que faire du Yalta tous les 70 ans, ça peut être lassant au bout d'un certain temps. Pour redire les mêmes choses, refaire les mêmes choses avec les mêmes personnes au départ de bonne volonté et à l'arrivée qui se termine par étant des mafieux qui ont pris le pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut absolument être prudent par rapport à ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que conformément à ce qui s'est passé il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, le peuple s'est pris en main.
Et si Monsieur Poutine ou Monsieur Trump voient un signe venant de France, et là je suis clair, hein, un signe venant de France par lequel on a l'impression que les Français veulent prendre leur destin en main et veulent arrêter de compter sur tout, je veux dire, sur l'État-providence, tout simplement, hein, qui a été pendant un certain temps très bien et qui maintenant est dégradé. Eh bien, plutôt que d'essayer de le retaper ou d'essayer de le réformer, il vaut mieux changer les choses. Et cette façon de changer les choses, eh bien, c'est ce à quoi nous nous attelons au sein du CNTF-CH, c'est de faire des propositions d'une société nouvelle, quoi. Alors qui soit ni la royauté, ni la République, mais qui serait plutôt la démocratie. Alors nous savons que le mot démocratie est au moins aussi galvaudé que celui de République, mais nous sommes en capacité à repréciser les choses autour de ce mot, à faire des conférences avec Iota Angelaki qui a été cité, ou avec d'autres personnes et avec qui veut bien. Donc on est aussi content d'apprendre aux autres que d'apprendre pour soi-même. Et on reçoit tout le monde. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ces messieurs attendent des signes de la part de certains peuples, et en particulier le nôtre, qui a une tradition en la matière pour changer les choses, changer la vie et changer le gouvernement. Eh bien, attendre peut-être qu'en tant que peuple libre de, de conduire sa destinée, hein, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est ça le fond de la question. Nous sommes dans cette logique-là. Eh bien, si nous avons cette liberté-là, il faut la montrer, il faut l'exercer, il faut s'en servir, parce que si on ne se sert pas de la liberté, elle s'use. Et si elle s'use à l'usage, à l'usure, si je puis dire, et avec le temps, que deviendra un pays comme la France si rien ne bouge, si personne ne bouge? C'est assez simple de faire la projection, hein. On va devenir effectivement les bêtas de la classe. On va s'apercevoir une fois qu'on aura voté les 800 et quelques milliards, ou pas d'ailleurs qu'on les ait pas votés, puisque ce seront choisis, ils auront été, comment dirais-je, ordonnés par les gens de Bruxelles qui sont des gens non élus et qui font un peu ce qu'ils veulent. Eh bien, si on réagit pas par rapport à tout ça, on va devenir tout simplement, on va perdre notre indépendance, on va oublier ce que c'était que la France, on va raisonner région par région, puis ville par ville, comme c'est l'objectif de ces messieurs, hein, vous vous souvenez, des villes de 15 kilomètres. Bah, c'est exactement ça, on aura des villes de 15 kilomètres, beaucoup plus faciles à surveiller, beaucoup plus faciles à démembrer les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lien entre certaines villes, ou alors il y aura des nouveaux liens avec des villes étrangères, etc. On va changer de paradigme, effectivement, mais pas du tout dans le bon sens pour nous, le peuple. Donc il faut que le peuple manifeste. Alors manifester, ça ne veut pas dire manifester avec des banderoles dans la rue, hein, mais ça veut dire qu'à un moment donné, à la télévision, il y a des gens qui montent pour expliquer ce que nous disons ce soir. Pour expliquer les choses, pour dire voilà, il y a peut-être des alternatives, il y a peut-être d'autres façons de gouverner, il y a peut-être une démocratie qui a été mal employée, mal usitée, mal comprise, et qui a été surtout détruite à la fin de cette période, il y a 2500 ans. Donc voilà, donc il faut la reconstruire, comme on reconstruit un bâtiment qui s'est écroulé ou qui a été détruit par le feu ou mécaniquement. Voilà. Donc tout ça, on peut le refaire, et on sait que ça va nous mener à tel endroit. On a un plan, on a un projet, et en plus on a un exemple, c'est-à-dire que ça s'est déjà fait par le passé. Et si on en croit ce que disait tout à l'heure Bruno, eh bien plus on est intelligent, plus on est libre, plus on est démocrate, et plus on devient créatif. Et le but, c'est d'être créatif pour se projeter autrement ailleurs, quoi. Voilà. On a un petit peu résumé à grands traits ce que nous voulions vous faire passer comme message ce soir. Donnez-nous de la liberté et nous saurons quoi en faire. Jean-Pierre, j'ai vu que tu avais levé la main. J'avais levé la main tout à l'heure, et j'ai immensément apprécié ce qui fut dit par vous trois. Et aussi, pardon, de s'apprécier soi-même, mais j'ai aussi apprécié ce que j'ai dit. Soi-même, c'est important. Merci d'avoir tout entendu, et de vivre en paix dans le maximum d'amour que vous puissiez vous donner, que nous puissions nous donner à soi-même et à son autre. Oui, Merci Bruno. beaucoup. Bruno, j'ai vu que tu voulais parler également. Bon, j'avais applaudi à ce que Jean-Pierre vient de dire. Et moi, je vais juste terminer en disant que là, je suis victime de soi-disant changement climatique parce qu'on vient d'avoir un très gros orage, et c'est pour ça que je suis dans mon petit bureau à la lumière du jour, parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Alors, on parle de plus en plus d'ailleurs de changement climatique, alors qu'avant on parlait de réchauffement, parce que ces messieurs se rendent compte que le réchauffement, il faut vraiment courir après pour arriver à le trouver. Donc, ils ont dû changer le terme, parce que finalement, on s'aperçoit que les choses ont toujours été comme ça. Là, on a vécu ici où je suis 2 années de sécheresse, et maintenant il pleut.
Donc les gens avaient peur, les s'inquiétaient et tout. Et finalement, maintenant, les choses se rattrapent parce qu'il pleut. Donc la Terre arrive toujours à retomber sur ses pattes, comme on dit. Bien, pour être tendance, moi aussi je vais vous donner une technique. Ah oui, comment envisager un excellent week-end ou le kit de survie de fin de semaine. Alors ça commence par pas de télé évidemment, ensuite vibrer en musique et puis surtout s'émerveiller de la beauté de notre planète avec le début du printemps, ce qui n'a pas de prix évidemment et ce que je vous souhaite. Merci à vous, rendez-vous à partir de lundi pour une nouvelle France Libre avec le Conseil National de Transition Français, canal historique. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également, merci Bruno. Excellente soirée, excellent week-end.